Salut à toutes et à tous. Le PL Club est de retour pour mettre en perspective la 6e journée de championnat qui aura lieu de samedi à lundi soir. Sur ce plateau, Julien. Salut Serge. Bruno. Bonjour, bonsoir. Et puis dans sa data room, Christian. Salut Christian. Bonsoir messieurs, ravi d'être avec vous. Alors avant de plonger dans cette 6e journée, un petit retour quand même sur le week-end dernier. On a eu le premier gros choc de la saison. Manchester City, champion sur les 4 dernières saisons, face à son dauphin sur les 2 dernières. Arsenal, score final 2 buts partout. Pas un grand match d'un point de vue technique, d'un point de vue footballistique, mais waouh, quel spectacle, quel thriller. Quel engagement. Une première mi-temps assez incroyable. L'expulsion absolument idiote de Trossard, et ça coûte cher. Et puis une équipe d'Arsenal qui fait le gros dos très longtemps, temps additionnel, dernière seconde, le but encaissé, un vrai thriller, oui. Ouais, mais d'un autre côté, je trouve que Man City a manqué d'idées, manqué de choses, d'épices en fait dans ce match. Logiquement, à 11 contre 10, une équipe comme City joue plus intelligemment, trouve des idées, et je trouve que là, Pep a un petit peu raté sa mission. Et la perte de Rodri pour une très longue période. Ça peut avoir une influence sur l'ensemble de la compétition. On aura l'occasion d'en reparler puisqu'on parlera de Manchester City qui est de nouveau dans la plus belle des affiches ce week-end. Avant de parler de Manchester City et des autres, je vous propose de revoir les plus beaux gestes techniques de la 5e journée. C'est parti. Savinho, quick feet away from Calafiori. Haaland just checked his one to stay onside. Erling Haaland for the 100th time. There's Diaz. Sharp. Aït-Nouri. And Aït-Nouri again. And Aït-Nouri still. There's Lallana. Gets it forward to Dibbling. Salah still going remarkably, but Dirk is controlled on the line. And here's Madueke. Sancho. Fernandes. Oh, through the legs beautifully. Control from Eza, feeding Saab, the angle's tight. Eza! Hudson-Odoi's touch was excellent, and then he cuts outside and back inside, brilliant stuff. Madueke. So that's a lovely ball, and Welbeck may wriggle through Elliot Anderson, and it's blocked. Alors le spécialiste des gestes techniques, le gesteur entre guillemets de la rédaction, c'est Julien. Est-ce que c'était un bon cru le week-end dernier ? C'était pas mal, c'était pas mal, même si bon, moi je pense toujours à Ronaldinho. Merci d'avoir mis dans ces gestes techniques un arrêt de gardien. Ah oui, c'est vrai, eux aussi sont capables de gestes techniques. Merci. Je ne sais pas pour vous, mon coup de cœur, c'est Tyler Dibbling, ce jeune joueur de 18 ans de Southampton qui a donc marqué pour sa première titularisation. Je ne sais pas pour vous, mais moi il me fait penser un peu à Grealish avec en plus les chaussettes quasiment tout en bas, les gestes techniques, son équilibre sous le terrain, franchement. Vous êtes en train de lui promettre une belle carrière. À suivre donc Tyler Dibbling, ce jeune joueur aligné depuis le début de saison par Southampton. On va faire le point avec les faits marquants de la 5e journée. Le club des 5 est devenu un club des 4 puisqu'après la défaite de Newcastle, il n'y a plus que 4 clubs invaincus. Alors c'est 0-0-0, on va dire ce sont des hauts, mais des hauts positifs, parce qu'il y a quand même 4 clubs invaincus et on y retrouve Nottingham Forest. Si vous voulez des hauts négatifs, j'en ai quelques-uns. Il y en a 6 avec 0-0-0, 0 victoire. Ouais. Il y a de quoi s'inquiéter un petit peu pour pas mal d'équipes. À un moment donné, il faut démarrer. Eh oui. Julien ? Ouais, non, c'est une belle brochette malgré tout. On retrouve en tout cas les 2 favoris et puis Liverpool a déjà perdu mais ils sont quand même dans le peloton de tête, équipe à suivre. Et puis d'un point de vue tactique, on va aller du côté de chez Christian qui a remarqué que le modèle des buts marqués a un petit peu changé cette saison en Première Ligue. On confirme un peu ce qu'on avait vu la semaine passée, c'est-à-dire qu'on continue à marquer des buts sur des reconversions rapides. Il y a déjà eu 21 buts sur des mauvaises sorties de balles, on va le voir dans l'émission. Il y a plusieurs équipes qu'on va décrire qui sont
sont concernés par là. Mais voilà, regardez le classement par journée. On commençait moyen avec 3 buts sur reconversion, puis 11, puis 10, puis on est redescendu un peu la semaine passée avant de nouveau terminer cette semaine avec 8 buts sur reconversion rapide. Donc voilà, c'est 26%, c'est-à-dire que plus d'un but sur 4 est marqué sur des reconversions, comparé à 1 but sur 5 la saison passée, déjà 35 buts dans ce domaine-là. Et comme on l'a comparé l'autre jour aux phases arrêtées, où là, on est vraiment en chute. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra observer dans les semaines à venir. Le jeu direct est à la mode en première ligue. Est-ce que dans l'interprétation, c'est dire quoi? Que les équipes restent plus en place, Christian? Pas nécessairement, c'est surtout en fait, je pense qu'il y a des pressings qui sont organisés. Sur les 10 dernières années, le système défensif s'est amélioré de manière inversement proportionnelle au système offensif. C'est beaucoup plus facile de défendre grâce à la zone. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de jouer plus haut et de presser très haut pour pouvoir se reconvertir et essayer de gagner des occasions, mais très très haut dans le jeu en faisant un pressing. Et c'est ce qui se passe pour le moment, ils le font très bien partout. Une observation intéressante et importante. On va plonger dans le premier match du week-end. Je vous l'ai dit, en tout cas, si on prend le classement, c'est l'affiche de ce week-end, puisque Newcastle reçoit Manchester City. On en parle après ceci. This is the Premier League. Newcastle actuellement 6e avec 10 points, reçoit donc Manchester City, seul leader avec 13 unités. City qui a perdu ses premiers points de la saison le week-end dernier face à Arsenal. Et puis City qui, il faut le dire quand même, après avoir passé 4 matchs à domicile, va enfin en déplacement. C'est quand même rare d'avoir une séquence sur une saison de 4 matchs à domicile parce qu'ils ont encore joué en Coupe de la Ligue, c'était 2-1 face à Watford. C'était mardi soir de mémoire. Avec Doku. Buteur. Avec Doku. On n'est pas vraiment inquiet pour eux, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Maintenant, il y a un défi, évidemment, mais c'est quand même une des plus faibles, avec Nottingham, la plus faible attaque du top 10 du côté des Magpies. Donc peut-être que Christian reviendra là-dessus. Est-ce que c'est encore une équipe avec ce potentiel immense? On va d'abord voir le résultat cette saison, les résultats de Newcastle, qui ont donc perdu leur premier match. C'était à Fulham le week-end dernier. Voilà, jusqu'ici, ils ont eu quand même un calendrier assez abordable. Bien sûr, il y a cette victoire face à Tottenham à domicile. J'ai fait Newcastle-Tottenham où ils gagnent en fin de rencontre un peu à l'arraché. À Wolverhampton, ils gagnent à l'arraché. Ils étaient menés 1-0. D'ailleurs, dans les 2 matchs, ils sont menés. Donc c'est une équipe qui a du caractère, ça il nous le prouve toujours. Par contre, un seul match sans encaisser, c'était lors de la première journée face à Southampton, un promu. Donc il reste quand même toujours ce problème défensif à régler du côté de Newcastle. Mais comme Bruno vient de l'évoquer, on va d'abord parler des problèmes offensifs avec Christian. Faut-il s'inquiéter? Newcastle a marqué 7 buts depuis le début de la saison. Faut-il s'inquiéter pour les Magpies qui ont quand même certaines difficultés dans leur approche offensive? En tout cas, dans le modèle, il y a quelque chose qui change pour le moment. L'année passée, on avait vu qu'ils marquaient énormément de buts, et notamment à domicile, sur des reconversions rapides ou sur du jeu rapide avec des ballons en profondeur. Et c'était le cas justement dans ce match que Julien nous a fait avec ce ballon en profondeur, mais bien aidé par Tottenham qui jouait de nouveau avec une défense à ligne médiane. Et donc, ils ont su partir en profondeur et marquer sur des face-à-face. Cette saison, c'est l'unique but dans ce domaine alors qu'ils étaient vraiment les grands spécialistes. Donc c'est un peu inquiétant. Alors est-ce qu'il y a une mutation dans le jeu, une amélioration dans le jeu avec plus de buts sur jeu dominant placé? Mais en tout cas, ils ont quand même dû batailler contre des équipes qui ne sont pas très très fortes pour le moment et ils ne peuvent pas utiliser cette vitesse. Donc, s'ils ne retrouvent pas ça, qui est vraiment leur ADN, alors on pourra commencer à s'inquiéter pour cette équipe de Newcastle. Et ce sera surtout le cas face à Manchester City, une équipe qui est quand même dominante dans son approche du jeu. Oui. Maintenant, imaginez la victoire des Magpies, ils reviennent à hauteur de City. Ouais, bien sûr. C'est quand même un moment important. Hein? Mais pour étayer ce que dit Christian, ils sont menés à Wolverhampton. Le coach Eddie Howe sort Isak. 45e, sortir Isak est quand même son buteur. Donc là aussi, il y a des choix qui sont particuliers. Ils étaient encore menés à Fulham. Là, Isak est quand même resté, heureusement. Mais donc, dans ces choix offensifs aussi, on ne sort pas Isak, son meilleur buteur, à Wolverhampton quand on est mené 1-0. Et sur ce que j'ai vu cette saison, entre autres le match face aux Spurs de Tottenham,
ils n'ont jamais véritablement le match en main. Au moment où ils marquent face aux Spurs, ils n'ont pas du tout le match. C'est Tottenham qui archi-domine cette rencontre et qui va par une aberration défensive encore. Christian en a déjà parlé en long et en large, en jouant quasiment le hors-jeu sur leur propre ligne médiane. Ils vont offrir cette réaction aux Magpies, mais c'est un miracle. Hein. Attention, à domicile, ça reste quand même incroyable. Hein, il y a une atmosphère particulière, évidemment. La saison dernière, 12 victoires, 8 sans encaisser, 8 fois 3 buts ou plus inscrits. Donc vraiment, se déplacer là-bas, c'est avec les warnings. Néanmoins, City s'y était imposé comme Liverpool et Nottingham. Et alors, une dernière info, Serge, parce qu'elle est importante. La première défaite de City la saison dernière, c'était là-bas, c'était en Coupe de la Ligue. Et c'était il y a un an pile, vu que c'était le 27 septembre. City battu à Newcastle en Coupe de la Ligue et avait chuté aussi à Wolverhampton. Donc, la Coupe de la Ligue est un petit peu différente. Bien sûr. Quand même, il n'y a pas la même motivation. Parce que si je regarde les résultats en Première Ligue, là je vais vous donner l'info aussi, sur les 33 derniers matchs de Newcastle face à City, une victoire des Magpies, 27 défaites, 5 partages. Et un match fou la saison dernière avec la rentrée de KDB qui avait transformé la rencontre. Alors KDB, on ne saura pas s'il sera là ce week-end, mais on va quand même encore parler de l'aspect défensif. Souvenez-vous, il y a 3 ans, Eddie Howe arrive à Newcastle, il sauve Newcastle qui était dans les dernières places. Et la deuxième première saison complète d'ailleurs d'Eddie Howe, 4e, et ils encaissent 33 buts sur toute la saison. Meilleure défense avec le champion, c'était City. Un gardien en état de grâce, qui va se blesser par après. Par contre, la saison dernière, 62 buts encaissés, on est presque au double. Et on voit cette saison, Christian, que c'est plus vraiment la même efficacité offensive que lorsque Eddie Howe est arrivé au club. Ça ressemble beaucoup à un scénario à la David Moyes, c'est-à-dire que chaque saison, ça change offensivement dans le modèle et défensivement. La première saison complète, comme vous l'avez dit, ils étaient les meilleurs avec Manchester City. La saison passée, ils doublent le nombre de buts encaissés et malgré les stats à domicile que Julien nous a expliquées. Et là, maintenant, ils commencent à encaisser des buts même quand ils sont en place. Regardez, il y a 9 joueurs qui sont derrière le ballon. On prend le temps de donner le centre et malgré tout, on encaisse. Donc, on a encaissé déjà 4 buts sur jeu dominant placé avec des buts venant de centre, avec des buts venant de construction de l'adversaire. Et on n'était quand même pas contre des foudres de guerre. Mais là aussi, ici, regardez, il y a quand même 8 joueurs derrière le ballon. On parvient à la donner dans l'intervalle et quelqu'un qui vient se présenter entre la ligne des milieux et la ligne défensive et marquer facilement. C'est quand même un peu bizarre ce qui se passe. Alors, on ne les reconnaît pas offensivement, on ne les reconnaît pas défensivement. Est-ce que c'est peut-être le début de la fin du cycle de Eddie Howe? On va le voir. Serge, je ne comprends pas comment chaque président propriétaire de club, comme Newcastle par exemple, n'est pas un Christian avec sa database, data room, avec son vision du jeu. Parce que si vous guidez un club avec, comme une voiture finalement, on va dire les warnings verts, un propriétaire pourrait savoir que son équipe faisait très très bien défensivement. Et puis tout d'un coup, la saison d'après, on encaisse le double. Mais quelle est l'explication? Pourquoi? Il pourrait déjà peut-être intervenir. Parce que là, on voit que manifestement, il y a quelque chose. Et je ne comprends pas comment les clubs ne sont pas conseillés au plus proche. Le propriétaire paye un directeur sportif qui, normalement, a cette matière. Vous voyez ce que je veux dire? À sa charge. Une gestion vraiment sportive, sportive d'un club. Là où, comme le semble dire Bruno, la gestion d'un club, maintenant, le sportif n'est qu'accessoire. Bon, le sportif est un petit Moyes, peu... Unai Emery, regardez tous ces changements qui s'opèrent, tous ces transferts. C'est ça aussi le foot, c'est recycler continuellement des joueurs et ça change un peu la fonctionnalité d'une équipe. On ne va pas rentrer dans ce détail-là maintenant, mais c'est une des clés de ce milieu. Voilà, un petit mot encore sur la rencontre. Une des clés offensives quand même à Newcastle pour moi, c'est Harvey Barnes qui a quand même marqué sur les 3 derniers matchs. Et selon les statistiques de la Première Ligue, presque 50% des attaques de Newcastle cette saison sont sur le côté gauche. Très beau joueur. Voilà, c'est un des joueurs à surveiller ce week-end. Manchester City, eux, ils n'ont pas que des problèmes sportifs. Ils n'en ont même pas beaucoup sportivement. C'est plutôt derrière dans les coulisses que les problèmes sont en train de peut-être c'est calme quand même. Le procès a commencé. Procès à huis clos. On le rappelle, avec les 515 infractions, ça devrait durer un moment. Pourquoi huis clos? Ça, je ne sais pas. Il faut demander à la Première Ligue. C'est Manchester City qui a demandé que ce soit à huis clos, sans doute pour que les journalistes n'aient pas accès à trop de pièces du dossier. Je pense quand même que Rui Pinto, si nos abonnés veulent aller chercher les infos,
ont été sortis, notamment grâce... C'est le journaliste portugais. Et je rappelle qu'il a été condamné au Portugal parce que manifestement, il a cherché à faire de l'argent avec ces informations. Mais en fait, c'est un petit peu comme Wikileaks. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a été... Football Gate. Voilà, Football Leaks. Et il a sorti des infos. Et donc, toutes les infractions de Man City sont connues par ceux qui ont lu ces documents. Est-ce qu'on est en procès pour l'instant à huis clos ou est-ce qu'on est en négociation à huis clos ? Sans doute un petit peu des deux. Okay. Alors, on referme cette parenthèse-là parce qu'on n'a pas évidemment beaucoup plus d'infos à donner dans cette émission. Par contre, Manchester City, Christian, va très bien sportivement, malgré le petit accrochage évidemment et les 2 points perdus face à Arsenal. Surtout parce que cette équipe marque quasiment les yeux fermés. En tout cas, il y a un joueur qui marque les yeux fermés, c'est Erling Haaland. Oui, et c'était quand même un sujet d'inquiétude parce que quand il ne marque pas, comme on l'a vu contre l'Inter, eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Et donc maintenant, en plus, avec KDB qui est blessé, avec Rodri qui est blessé, on avait quelques inquiétudes. Par contre, ce qui est intéressant à observer, c'est que là aussi, chez eux, il y a un changement dans le modèle. C'est-à-dire qu'à part ce but-là, et encore, ce n'est pas un centre, on n'a pas marqué de but sur centre cette saison du côté de Manchester City. Les ailiers, en fait, ont un travail différent. C'est plutôt un travail il y a un travail défensif, à part Doku qui travaille un peu moins, mais les autres travaillent beaucoup. Regardez comme sur ce pressing-là, pour après récupérer très haut et donner ce ballon en profondeur. Et donc, on voit en fait que les ailiers comme Bernardo Silva et Savinho, ils donnent beaucoup des ballons en profondeur ou alors ce sont des ballons quand ils rentrent dans le jeu. Donc aujourd'hui, actuellement, en efficacité, on a abandonné la zone optimale de centre qui était vraiment la marque de fabrique de Guardiola depuis le début de sa carrière pour pouvoir avoir des ballons où on rentre plus dans le jeu, où on joue dans la profondeur, où on joue un jeu de meneur rapide puisque Alan, qui est le meilleur buteur, a quand même marqué 6 buts sur face-à-face depuis le début de la saison. C'est aussi un changement qu'il faut observer et j'aimerais bien voir ce que ça donne contre une équipe comme Newcastle. Voilà, donc là aussi, il y a un jeu plus direct, si on comprend bien, du côté de Manchester City. Et alors, si je comprends bien, face à face, ça veut dire qu'il ne marque pas ses buts au point de pénalty, voire dans la surface. Donc, c'est-à-dire que ses équipiers ne sont pas aussi hauts, comme on a l'habitude de voir City, un rouleau compresseur, passer son temps comme en fin de match face à Arsenal, où on attendait ce but, Serge, on l'a vu arriver plus d'une fois. Mais malgré tout, c'était pas très riche offensivement le dernier quart d'heure. Raya sort, ouais. Mais non, on a dit répéter, ils sont champions même sans numéro 9. Mais quand vous avez un buteur qui marque 77% de vos buts, que vous avez déjà Rodri out, De Bruyne, on verra la saison qu'il va commettre au niveau du temps de jeu. Ça ne tient plus qu'à un fil quand même là. Ouais. À la fois votre immense puissance et à la fois ça pourrait s'avérer être votre immense faiblesse. Après, il y a le retour de Gundogan, il y a comme Bernardo Silva qui a donné quelques assists, il y a Savio qui fait un très bon début de saison, donc il y a quand même des ressources du côté de Manchester City. Il y a quand même quelques centaines de millions qui ont été... Oui, bien sûr. Mais une réalité, et moi j'y pensais quand Serge et Fred commentaient, bien sûr c'est un match pour le titre, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment, il n'y ait pas de raison que comme Everton-Nottingham, à un moment, City va se prendre une sanction. Il n'y a pas de raison qu'il l'expliquerait, sauf peut-être un huis clos qui se prolonge ad vitam aeternam. Oui, tant qu'il n'y a pas en tout cas de verdict, on peut pas miser là-dessus, ni côté d'Arsenal, ni du côté des autres prétendants au titre cette saison. Attention quand même, et on l'a vu face à Arsenal, Christian, Manchester City a été en difficulté sur les phases arrêtées. Alors on sait que c'est une grande spécialité d'Arsenal, mais on a vu en tout cas au moins 2 fois la même phase durant ce match et City n'a pas réussi à s'adapter. Oui, c'est ça aussi le rôle de ce spécialiste, et ils en ont un aussi, on l'avait vu en fin de saison passée. Il faut pouvoir marquer sur phase arrêtée, mais il faut aussi savoir bien défendre, et donc il faut essayer d'anticiper ce que l'adversaire peut faire. Et pourtant, ici vous le voyez, regardez 2 fois, on va le voir, d'abord il y avait le premier avertissement, avec Gabriel qui contourne Doku pour aller se positionner en deuxième zone alors que les 4 autres joueurs se dirigent vers le gardien. Et ici, c'est Kyle Walker qui est à l'amende avec la même situation. Les joueurs, les 4 vont comme s'ils allaient du deuxième poteau vers le premier poteau en étant dans la vue, dans l'espace masqué pour le gardien. Et lui fait qu'on contourne du point de pénalty, vient se déposer au deuxième poteau pour la mettre sans force. C'est un travail exceptionnel. C'est vraiment, quand on est un peu spécialiste et technique et qu'on regarde ça d'un œil un peu plus comme un entraîneur, c'est extraordinaire le travail qui est fait là-bas. Et ça peut donner des idées aux autres adversaires alors de Manchester City.
Tout le monde va maintenant charger le gardien, mais c'est une question de délicatesse. C'est pas charger le gardien, ce qu'ils ont fait là, c'est magistral. Je sais qu'il y a différents courants. En Angleterre, et le VAR a vérifié, il n'y a pas faute, mais il y a quand même un contact avec le gardien. Il y a d'autres, dans d'autres pays, ce serait peut-être faute. D'accord. La phrase « le VAR a vérifié, donc il n'y a pas faute », on ne va pas l'accepter, cette phrase-là. Le VAR a décidé que pour le VAR, il n'y avait pas faute. C'est le VAR qui a le dernier mot, en tout cas. Bien sûr. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement délicat. Tellement subtil. Le ballon est à 2 mètres du gardien et qu'il doit normalement aller chercher cette balle-là. Il a l'impossibilité de sortir parce qu'un joueur fait écran. Mais c'est tellement délicat. Et là, c'est à la délicatesse de ce mouvement que va se jouer le coup de sifflet d'arbitre. Oui, effectivement. Mais sur le principe, on empêche un gardien d'aller au ballon. On ne touche pas un gardien dans son rectangle. Mais c'est tellement bien fait parce qu'on a l'impression que c'est vraiment le gardien qui vient. C'est exactement ça. Et c'est le gardien qui vient toucher le joueur. Ça, vraiment, c'est beaucoup d'heures d'entraînement pour arriver à ce mouvement délicat, mais qui reste une faute. En tout cas, pour Arsenal, ils prennent 3 points comme cela à Tottenham et ils parviennent quand même à prendre un point à Manchester City. Et en fin de saison, qui sait, ça fera peut-être la différence. Un petit mot pour terminer. Newcastle est l'équipe que Manchester City a le plus battu en Première Ligue, donc depuis 30 ans. Il va falloir que les Newcastle retroussent leurs manches et réussissent une grosse performance pour essayer de grappiller quelque chose samedi. Je ne l'ai même pas dit encore, à 13h30. Et ce sera sur Divertissez-vous et sur vous Sport World. Vous le savez, pour avoir une chance face à City, il faut tourmenter cette équipe. Ouais. C'est ce que les Gunners ont fait à 11 contre 11. Si après vous les laissez, ils trouvent toujours une solution, même si elle n'est pas toujours des plus esthétiques, mais ils en trouvent toujours. Newcastle cette saison, 1-0 face à Southampton, 2-1 face à Tottenham, donc c'est un 6/6 à domicile. À eux de maintenir maintenant la perfection devant leur public. Merci pour la conclusion. On passe à la deuxième affiche, et c'est le dimanche 17h30 et c'est Manchester United qui accueille Tottenham. Fut une époque où Manchester United et Tottenham étaient considérés comme des membres importants du Big Four. Et là, si je regarde le classement, bon, après 5 journées, mais après 5 journées quand même, United est 11e avec 7 points et Tottenham est 10e avec 7 points. C'est pas folichon ce début de saison. C'est pas folichon et vous savez, c'est un des meilleurs débuts de United sous l'ère Ten Hag. On a l'impression de rêver. Oui, mais Ten Hag, on se demande parfois comment il fait. La première saison, il est 3e, mais il va se taper la Coupe de la Ligue, on dira un trophée. Enfin, lui dira un trophée. La deuxième saison, il est 8e. On se dit, il est viré. Il va se faire la FA Cup. Il dit, je suis là pour gagner des trophées. Et il en gagne. Et puis ça vivote. Mais c'est là. Cela dit, c'est un match vraiment entre deux sièges éjectables, parce que il y a quand même une déception réelle des deux clubs. Et j'ai une question, ça m'a amusé de la préparer. Posez la question pendant qu'on vous montre les résultats de United cette saison en championnat. On vous laisse l'opportunité de prendre soit le noyau, je ne dis pas le club, le noyau de United ou le noyau de Tottenham. Vous prenez lequel? Serge, Bruno, Christian, je vous attends. On va demander ça à Christian. Lui, c'est le mieux placé pour répondre à ça. Le noyau, j'insiste. Il y a énormément de qualité dans les deux groupes. C'est le choix du modèle et c'est le modèle de l'entraîneur qui va venir par rapport aux qualités du noyau. Mais dans les deux, il y a vraiment à boire et à manger. Mais ils ont tous les deux. Il n'y en a aucun des deux qui a réussi à faire des résultats, même avec des joueurs comme Harry Kane, même avec Rashford, même avec Fernandes. Donc voilà, je sais pas. C'est difficile à choisir parce qu'il y a vraiment de très bons joueurs partout. Bon, l'idéal, ce serait de prendre les meilleurs joueurs de United et les meilleurs joueurs de Tottenham. Ça, ce serait l'idéal. Une fusion. Ils vont adorer. Fusion à la belle. Manchester Hotspur. Bon, on va rester avec Christian parce que Christian, voilà, on commence par dire que United, pour le moment, est un club de milieu de classement. Il y a des résultats d'un club de milieu de classement, de milieu de tableau, il faut le dire. Et vous m'avez dit, en préparant l'émission, que c'est un désastre offensif. Il va falloir assumer ce mot désastre. Mais expliquez-nous, Christian. Alors, je m'explique. Quand on a évalué la performance de Manchester City et de Arsenal, on a vu que ce sont des équipes du top, mais qu'en plus de ça, ils ont des options de luxe. Donc, c'est des voitures de luxe, mais avec des options de surluxe, je vais dire, parce que l'un avait le tir en rectangle avec Manchester City et l'autre avait les phases arrêtées. Et puis, quand on observe
toutes les données et les catégories différentes de Manchester United offensivement, on se rend compte que cette équipe n'a pas marqué de but sur jeu direct alors que c'est la tendance de la Première Ligue. Elle n'a pas de but dans le petit rectangle, donc il n'y a aucune menace. Il n'y a pas de but sur penalty, donc il n'y a aucune provocation. Il n'y a pas de but sur face à face, donc il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de but avant la 35e minute, donc il n'y a pas de pression en début de partie. Il n'y a pas de but sur une deuxième chance, donc on n'est jamais présent pour pouvoir jouer des deuxièmes ballons. Et il n'y a pas un but sur une erreur provoquée alors que c'est déjà arrivé 21 fois dans l'ensemble de la Première Ligue en 5 journées. Je ne sais pas donner un autre mot que désastre offensif. Quand on voit ça, ils ont quand même marqué 5 buts. Mais comment ont-ils fait? Et encaissé 5 aussi. Il n'y a pas assez de rythme dans cette équipe pour les avoir commentés hier, on y reviendra. C'était le rythme de la Eredivisie. C'était mercredi soir en Europa League, face à Twente. Mercredi soir, oui, face à Twente. C'était le rythme de la Eredivisie. Et là, l'adversaire de Eredivisie a une petite chance. Ils sont partagés d'ailleurs, un but partout. Oui. Vous avez quand même retrouvé, c'est presque des fouilles archéologiques, un but avec un travail de préparation. Il faut quand même le souligner, Christian. Rendons à Ten Hag ce qui appartient à Ten Hag. Oui, alors maintenant, il faut voir si c'est vraiment quelque chose qui est travaillé collectivement à l'entraînement ou si c'est un choix de joueur de déterminer ça. Mais en tout cas, c'est pas mal fait de jouer ce corner en 2 temps pour faire sortir la défense. Et puis, il y a De Ligt qui vient de la deuxième ligne pour mettre une tête en deuxième zone. Voilà, c'est très simple, c'est très facile parce qu'il n'y a pas d'adversaire autour de lui, mais c'est une manière de se libérer d'un marquage pour pouvoir aller marquer facilement. Et donc, j'ai estimé en regardant ça qu'il y a probablement quelque chose de travaillé là derrière. Donc on peut dire que United est une équipe très imprévisible, irrégulière et imprévisible. Ouais, c'est vrai qu'imprévisible, c'est le bon mot. Je vais juste, parce que j'entends déjà dans l'oreille tous les fans de United nous insulter, c'est vrai qu'ils ont gagné 7-0 en Coupe de la Ligue, c'était de la Coupe de la Ligue, 7-0, bon, un doublé de Rashford, doublé de qui donc d'Anthony, déjà je pense. Non, pas d'Anthony, de Garnacho, Anthony Marc, et il y a un doublé d'Eriksen. Okay. Donc voilà pour les 7 buts. Oui, mais c'est de la Coupe de la Ligue en effet. Et je trouve que sur ce que j'ai vu de leur déplacement du week-end, c'était pas mal à Palace. Ils n'ont pas de réussite. Ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas encaissé. Voilà, mais c'est évidemment... On a fait un arrêt de classe mondiale aussi, mais bon voilà. Je suis évidemment d'accord avec ce que dit Christian et je trouve que son premier tableau est tellement éloquent. Oui, on parle quand même de Manchester United. Les fans le savent, c'est quand même le plus grand club de l'histoire du football britannique avec tous les titres gagnés, les 20 titres de champion d'Angleterre. Voilà, comme ça, on est sûr qu'ils ne vont pas nous insulter. C'est difficile, c'est même compliqué offensivement, Christian, et défensivement, là aussi, on peut même dire que c'est catastrophique. Malgré tous les transferts de l'été, malgré l'arrivée de plus, je crois que c'est plus de 200 millions avec notamment des transferts ciblés sur la défense. Oui, et l'inquiétude, c'est toujours cette mauvaise sortie de balle. Alors, c'est vrai que les équipes du top, on l'a vu comme Manchester City, Arsenal, ils ont aussi des sorties de balles qui sont vraiment très importantes et qui sont bonnes. Ils prennent très peu de buts sur ces reconversions. Mais là, la manière et le choix, alors ils en ont pris 3 comme ça contre Liverpool. Donc, à un certain moment, il n'y a aucune réaction. On continue malgré tout à faire la même chose et la même erreur. Et là, moi, pourquoi j'ai sorti cette séquence? C'est parce que je suis inquiet, parce que pour le moment, et on le verra plus tard, Tottenham, c'est la seule chose dans laquelle ils sont réellement performants pour le moment, c'est-à-dire de faire un pressing constant très haut et de jouer sur des reconversions rapides. Et donc là, s'ils veulent avoir cette possession de balle et pouvoir sortir le ballon proprement, il va falloir être vraiment très précis. Il va falloir le faire au laser parce que Tottenham va les attendre et il va y avoir des projections rapides vers l'avant qui vont être fulgurantes. Et ça va être alors à ce moment-là une grande catastrophe défensive. Alors, on a rajouté le but encaissé donc mercredi soir face à Twente et là on va laisser réagir Bruno parce que c'est lui qui était au commentaire. Oui, bon, c'est évidemment malheureux pour Eriksen qui était un petit peu surpris là. Mais vous avez vu comment le back droit, Van Rooij de Twente... Si vous n'avez pas vu, on va vous le remontrer. Non, mais ça, il faut montrer. Regardez comment il se balade. 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Regardez dans quel état est Maguire. Et puis, il y a Ugarte qui n'a pas fait une impression extraordinaire, mais qui sera un solide gars qui, devant la défense, va déblayer le chemin. Quand vous encaissez des goals pareils, c'était la seule chose qui pouvait leur arriver, c'est d'arrêter de jouer. Incroyablement, dès la seconde période, ils ont arrêté de jouer pensant pouvoir contrôler ce match. Mais si vous jouez au rythme de la Eredivisie face à Twente qui a terminé 3e la saison dernière en Eredivisie, ils peuvent vous marquer un but. C'est le cas, un but partout, score final.
On est dans un moment un peu charnière parce que alors c'est vrai qu'il reste sur 3 matchs, on va dire en première ligue, sans encaisser, donc ça c'était quand même plutôt positif. Et d'un autre côté, il y a des pannes offensives, il y a des erreurs monumentales comme ça. Donc moi, je pense vraiment que ça va être un match charnière pour les deux coachs là, parce que les deux coachs sont pas bien. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien du côté des Red Devils. Oui. J'ai bien aimé Zirkzee dans ses gestes. Il y a un mieux, J'ai bien aimé Zirkzee. Je trouve que la finesse technique de ce garçon. Rashford, quand il a le ballon autour de lui, ça va bien. Je crois qu'il a fait une bonne passe sur tout le match. Mais dans l'espace où il est, ces dribbles, il y a quelque chose qui renaît. Okay. Vous avez Meynou, vous avez Ugarte pour bloquer. Bon, après, j'ai toujours des interrogations, moi, sur la charnière centrale défensive. Mais bon, ils trouveront bien comment faire. Mais bon, il va falloir marquer à un moment donné aussi et profiter de toutes ces occasions. Mais s'ils arrivent à transposer la même chose à un rythme supérieur, on va les avoir avec nous pour une lueur d'espoir, en tout cas pour United. Pour du rythme. Voilà, ces deux équipes, on l'a dit, qui sont à la recherche vraiment de régularité, puisque Tottenham, on va le voir dans les résultats. Voilà, il y a eu des choses positives et des choses un peu plus compliquées. Là aussi, ce sont un petit peu des résultats d'un club de milieu de tableau. La victoire le week-end dernier face à Brentford, il y a eu 2 défaites, 2 victoires et un partage depuis le début de la saison. Ça avait commencé par le partage à Leicester. Je les ai suivis à chaque fois en déplacement. C'est vrai, comme le disait Bruno, à Newcastle, ils font un super match. Ils méritent peut-être même... Ils ont pris la possession avec eux. Mais voilà, je voulais quand même rappeler, parce que j'avais lancé le débat en début de sujet. Madison, 46 millions dépensés. Johnson, 55 millions dépensés. Solanke, cette saison, 65 millions dépensés. C'est le record du club, d'ailleurs. Et voilà, et Bissouma, 30. J'ai pas mis ceux à 20, 25, parce que... C'est un détail. À 20, 25, on n'en parle même plus en première ligue. C'est un club richissime. On parle toujours de Manchester, tout ce que vous voulez. Tottenham est un club richissime. On le voit par ses dépenses. Chaque année, ils vont chercher les meilleurs dans les clubs moyens. Moi, j'attends vraiment à ce que Tottenham soit plus haut dans ce classement. Lévy, là aussi, son petit milliard à dépenser, mais il n'y a pas de titre. Non, toujours pas, effectivement. Christian, vous en avez parlé sur les points peut-être faibles de Manchester United, qui se prend des buts sur des mauvaises relances, en tout cas sur des pertes de balles assez bas sur le terrain. Et vous l'avez dit, c'est la spécialité de Tottenham. Oui, c'est vraiment, ils ont cette organisation défensive d'aller presser très très haut et ils vont profiter de chaque mauvaise sortie de balle adverse. On va le voir sur les séquences. Voilà, regardez, ils sont à 4 pour aller presser, ça va très vite et la reconversion, elle est très efficace pour le moment. Ils auraient pu marquer encore plus de buts comme ça sur l'ensemble des matchs auxquels ils ont participé parce que c'est vraiment quelque chose d'organisé. Voyons, on a vu, il a anticipé la passe entre les deux et directement il y a une passe vers l'avant et Son peut trouver Brennan Johnson pour ce tir croisé. Donc il va falloir faire très attention du côté de Manchester United parce que ça c'est vraiment un domaine qu'ils maîtrisent et ils le font très très bien et c'est spectaculaire à voir. Est-ce que c'est vraiment ce que veut faire Ange Postecoglou? On a plutôt l'impression de retrouver le Tottenham d'Antonio Conte ou de Mourinho presque. Ça tombe bien, on ne comprend pas quand il parle, donc on ne sait pas. On ne sait pas. C'est très bon. En tout cas, Christian disait spectaculaire. Moi, je le reconnais ça, Tottenham. C'est qui joue à domicile ou en déplacement, chez un grand, chez un petit, ils ont quand même toujours l'envie, l'ADN est de jouer grâce à Maddison qui rajoute du jeu. Donc ça, je trouve, c'est quand même très agréable à commenter. En tout cas, c'est une équipe qui est agréable à voir. Et aussi grâce évidemment à Heung-min Son, leur plus fidèle serviteur. Je suis moins convaincu cette saison, en tout cas en déplacement. Je ne l'ai pas vu sur le match complet à domicile, mais en déplacement, pour moi, c'est une imitation. Son en ce moment, on ne nous a pas servi notre Heung-min Son. Est-ce que c'est depuis qu'il est vraiment côté gauche et qu'on laisse la priorité à Solanke? Mais je trouve que Son est un petit Son en ce début de saison. 2 buts, 2 assists, je viens avec des faits factuels. 2 buts, 2 assists en 5 matchs, vous me direz, ça va encore, mais je rappelle que c'est un joueur qui portait l'équipe la saison dernière, 17 buts, 10 assists. Donc il a droit à avoir 15 jours de coup de barre. Il a évidemment le droit, mais Tottenham sans un bon Son, alors c'est toujours plus dur. Alors Son ne convainc pas Julien en ce début de saison, mais si vous avez une vue plus globale de sa carrière, il est quand même présent maintenant depuis de nombreuses années à Tottenham, Christian. Pour quelqu'un qui n'est pas très bien pour le moment et qui est le plus efficace du club, je trouve que c'est quand même pas mal. En plus,
chaque entraîneur, chaque modèle, chaque système de jeu, il a répondu présent avec Pochettino, avec Mourinho, avec Espirito Santo, avec Conte, avec qui encore avec avec Postecoglou depuis 2 saisons. Donc il est là tout le temps, il joue en vitesse et on va le voir plus tard dans la séquence. Je pense qu'il y a un gros problème. C'est le problème de Brennan Johnson et ça cause énormément de tort à Heung-min Son parce que c'est quelqu'un qui encourage tout le temps ses coéquipiers et il est capitaine et on voit souvent qu'il est agacé par les choix de Johnson et je vais vous expliquer pourquoi après dans la séquence suivante. Justement, vous pouvez enchaîner. On va parler donc de Brennan Johnson. Gros transfert de Tottenham. Julien en parlait. Je crois que c'est plus grand talent. Plus de 50 millions. On est presque à 60 millions d'euros. Joueur qui brillait à Nottingham Forest. Jeune joueur en plus. Donc, c'est un pari sur l'avenir de la part de Tottenham. Mais pour vous, il y a un problème, entre guillemets, Brennan Johnson. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème, mais c'est un peu le reflet de cette génération. C'est-à-dire que il passe outre l'aspect expérience des autres joueurs. Regardez le tableau, c'est le joueur qui a tiré le plus au but, qui a le plus de tirs par 90 minutes, et pourtant il a marqué qu'un but. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur en fait que quand il reçoit le ballon, il s'en fout complètement de ce qui se passe pour ses coéquipiers alors qu'il est un joueur d'aile et donc c'est probablement quelqu'un qui doit donner beaucoup plus d'assists. Or là, il est absolument pas bon en termes d'assists parce qu'en fait, on va le voir ici, il fait des choix, voilà, comme dans le match contre Brentford, c'est la première fois. Il occulte complètement le fait qu'il ait des partenaires, il pense à lui. Et regardez ici, il va y avoir le centre, c'est un deuxième ballon. Le ballon vient, il peut remettre en retrait pour son partenaire. Non, il essaye de tirer dans une position très très difficile parce qu'en fait, il est très très égoïste. Et il y a des joueurs comme ça qui tout au long de leur carrière, on va le voir encore ici, voilà, il reçoit un ballon gratuit pratiquement. Et là encore, c'est un choix, on ne sait pas s'il veut la donner, s'il veut marquer, il veut tirer lui-même. Je pense qu'il veut tirer lui-même. Et en fait, il y a des joueurs comme ça qui font toujours des mauvais choix. Ils ont un talent incroyable. En Belgique, on a connu El Ghanassi, un joueur un peu comme lui, très, 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 très performant, mais qui fait pratiquement toujours le mauvais choix collectif. Et pour moi, c'est un peu la problématique dans le collectif offensif de Tottenham cette saison. Nous sommes dans la génération live score, il n'y a rien à faire. Et c'est une réalité de vestiaire en ce moment pour quand même côtoyer certains joueurs. Voilà, maintenant, on sort d'un match, il faut que son nom brille sur live score. Et c'est peut-être humain, c'est comme ça. En tout cas, maintenant, il faut être à l'assist ou sur un but. Julien, à 300 000 € la semaine, on est au service d'un collectif. Mais oui, Bruno, mais ça, c'est beau sur papier. C'est beau sur papier, ça. Pas au service d'un manager, etc. Mais oui, mais vous prêchez un converti, mais je pense que c'est humain aussi de vouloir... Maintenant, il n'y a plus que ça, on est dans des highlights, il faut être sur les highlights. Si vous n'êtes pas sur les highlights, vous n'avez pas fait un bon match. Ok, c'est un point de vue. Il a une longue carrière à faire. Hein. Si l'étiquette que lui met à juste titre Vision du jeu à travers Christian aujourd'hui se vérifie tout au long de la saison, mais vous portez un fardeau pour la suite. Merci à Christian de nous éclairer là-dessus. Et je pense que le prochain match qu'on regardera, on regardera effectivement les choix opérés par Johnson. Alors justement, je vais un petit peu changer la conduite, mais si on peut mettre le scan Discord, le QR code Discord, parce que ce sera peut-être un des sujets de discussion pour le match. Et de Discord. Le Discord, et effectivement, ça porte bien son nom. Heung-min Son, Brennan Johnson, ce sera avec Christian, Vision du jeu, et ce sera avec... Je viendrai dans le Discord pour rappeler, j'ai dit que Son en déplacement. Vous participez à la communauté. En déplacement, c'est bien. Parce qu'à domicile, j'ai pas encore eu l'occasion de voir Son, mais j'ai pas de doute qu'à domicile, il est performant. Si vous voulez prolonger le débat, vous scannez le QR code et vous rejoignez dimanche à partir de 17h30, Christian, Vision du jeu et puis tous les participants pour cette rencontre entre Manchester United et Tottenham. Ce sera avec vos commentaires, Bruno. Et Jean-François. Et Jean-François Remier, exactement. Allez, on passe au rendez-vous du week-end. On vous l'a dit, on commencera fort avec sur Divertissez-vous et sur vous Sport World, Newcastle, Manchester City. La suite. Goals of the Day, avec un fil rouge qui est tenu secret. Peut-être. Enfin, moi, je ne le connais pas en tout cas, donc c'est qu'il est toujours secret. En tout cas, le déplacement des Reds de Liverpool du côté des Wolves. Les Wolves, écoutez, 5 matchs, 4 défaites et un partage. Il faut démarrer. Ça va être compliqué à Wolverhampton pour Liverpool, c'était un déplacement compliqué quand même. Ipswich Villa, dimanche à 14h55.
Et les Red Devils face aux Spurs, ça c'est une affiche prestigieuse aussi. Et puis n'oublions pas le Monday Night Football, c'est toujours un bon moment, c'est toujours très particulier le football britannique et de Première Ligue le lundi soir, Bournemouth à Southampton, c'est pas l'affiche du week-end, mais après l'Europe des 11, c'est sympa. L'Europe des 11, voilà, c'est pour le dessert. Il me semble que c'est Arsenal dans Goals of the Day. Oui, Arsenal-Leicester, ouais, exactement. Ça doit être ça, donc c'est plus un secret alors. Voilà. Okay. À dévoiler. N'oubliez pas, on vous a parlé de Discord, mais vous pouvez aussi participer à nos différents médias sociaux que voilà sur Instagram et sur Facebook notamment. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On vous souhaite d'ores et déjà une excellente 6e journée de Première Ligue avec Julien. Avec plaisir, ouais. Avec Bruno. Et un joyeux anniversaire à notre... J'allais y arriver. Parce qu'il nous a reçu 5 sur 5. Hein. J'allais justement souhaiter un très joyeux anniversaire à Christian. Il nous reçoit 5 sur 5, mais on ne dira pas son âge. si vous avez compris le message, vous allez le deviner. Vous ne les faites pas en tout cas, Christian. Je ne sais pas si c'est... La Manita, double Manita, Christian. Double Manita. Oui. Ça c'est l'air frais de l'Islande, hein, vous savez. Ça conserve. Il y a toujours ce mystère sur la localisation de sa data room. Je pense qu'il y a un petit peu plus de soleil en Islande, sinon il ne serait pas aussi. Moi, je crois bronzé. qu'il est à Londres. Il est à Londres, en fait. Il est peut-être au cœur de la Première Ligue. Joyeux anniversaire, en tout cas, Christian. On vous retrouve donc dimanche dans Discord et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye. La Première Ligue poursuit son chemin ce week-end sur Sport World. Samedi, dès 13h25, vivez le choc entre Newcastle et Manchester City. Puis, à 15h45, votre Goals of the Day avec Arsenal face à Leicester, le derby londonien entre Brentford et West Ham, Chelsea qui accueille Brighton, mais aussi le déplacement de Crystal Palace à Everton, sans oublier la réception de Fulham par Nottingham Forest. Et à partir de 18h25, retrouvez Wolverhampton-Liverpool. Ensuite, dimanche à 14h55, Aston Villa seront à Ipswich. Et dès 17h20, profitez du duel entre Manchester United et Tottenham. Enfin lundi, à partir de 20h55, vivez Bournemouth-Southampton en clôture de cette 6e journée. L'intégralité de la Première Ligue, c'est en exclusivité sur Sport World.